On va aller rejoindre notre ami professeur au George Mason University et économiste senior à l'Institut économique de Montréal, Vincent Geloso. Comment vas-tu, Vincent? Toujours en grande forme. Bon, ben écoute, ici, c'est la pagaille. Non, mais c'est parce que tantôt, puis tu sais, c'est pas tant un contre l'autre, mais on nous parle d'urgence climatique depuis des décennies sans arrêt. Et j'ai pas encore entendu personne me parler d'urgence économique. Je regarde, puis là, j'en conviens, là, au sud, disons que c'est fait à grands coups de pied d'un casserole, là, mais ici, je sens pas d'urgence. On dirait qu'il n'y a pas... j'ai encore vu aucune entente sur les barrières tarifaires entre les provinces. J'ai encore vu aucun plan pour redonner de l'oxygène, baisse d'impôts, redonner un peu d'air aux entreprises. Puis là, ça arrive quand, le réveil? Est-ce qu'on va mourir avec ça ou... Écoute, je te dirais que je pense que les gens oublient que chaque élection qui se passe, les politiciens aiment ça donner et faire des promesses électorales qui mènent à plus de dépenses. Le problème, c'est que, puis la raison, c'est parce qu'ils ont plein de récompenses politiques à faire ça. Et celui qui a la tâche odieuse de devoir équilibrer le budget, c'est toujours celui qui se retrouve à être dans la situation difficile, d'être très impopulaire. Et la conséquence de ça, c'est qu'on fait juste kicker la canne de plus en plus loin, le long de la rue, mais tu peux pas la kicker éternellement. Et là, on se rapproche d'un point où c'est le temps de réaliser que peut-être pas dans l'intérieur du mandat, disons, du gouvernement provincial actuel ou du gouvernement fédéral actuel, mais dans le gouvernement juste après ou dans les 5-6 prochaines années, on pourra plus kicker la canne. Il va y avoir des décisions difficiles à faire. Et le problème, c'est que plus tu kicks la canne, quand ça sera le temps de faire la correction, ça va être beaucoup plus pénible, ça va être beaucoup plus difficile, ça va être beaucoup plus souffrant parce que c'est pas vrai que les ajustements budgétaires sont faciles économiquement. Ils sont douloureux. Et là, on est en train de s'assurer qu'ils soient encore plus douloureux. Je partage ton inquiétude de ce sens-là. Écoute, puis tu sais, puis là, on a nos économistes ici qui parlent, souvent un peu les mêmes qui reviennent. J'ai fait exprès dans l'intro, on a un peu survolé, mais j'ai dit on va garder ça pour en parler avec Vincent Geloso. Luc Godbout qui a préparé un mémoire qu'il a envoyé au ministre des Finances, Éric Girard. Luc Godbout, évidemment, de l'Université de Sherbrooke, a fait ça avec une collègue. Et là, ben, je vous le donne, puis je le donne aux auditeurs là, pour le bénéfice de la discussion. On parle d'augmenter la taxe sur l'essence de 19 à 25 cents. On parle d'une hausse de taxes sur les primes d'assurance. On parle de baisse de déduction d'impôts pour les petites entreprises. On parle d'une augmentation progressive de l'âge d'admissibilité au crédit d'impôt en raison de l'âge. Et on parle d'une nouvelle taxe sur les boissons sucrées. Luc Godbout, est-ce que lui, dans son calcul, il a estimé qu'il restait tant d'argent que ça dans la poche du contribuable? Écoute, je te dirais que la perception que j'ai du groupe à Sherbrooke, c'est qu'ils sont des très bons économistes, comprennent la fiscalité, mais ils font deux erreurs fondamentales. La première, c'est que ils acceptent la prémisse qu'ils ne sont que des conseillers du roi, et le roi étant le politicien ici, et qu'ils essayent de dire, OK, étant donné le niveau de dépenses, quelle est la meilleure manière de financer l'État? Et ils ont raison en le disant comme ça, que c'est des taxes qui sont moins nocives que les autres. Mais ça, c'est une hypothèse qui dit, on va accepter le niveau de dépenses comme il est donné. C'est ça, il n'y a aucune coupure. C'est ça, alors que historiquement, le niveau de dépenses au Québec, il est parmi les niveaux les plus élevés depuis les années 1920, parce que depuis les années 1920, on a des données sur le PIB et on a les données de dépenses publiques et on peut diviser l'un par l'autre pour avoir une idée du poids de l'État dans l'économie. Et l'État provincial est à son plus gros niveau, dans l'environ du plus haut niveau en termes de taille de l'économie, à environ un quart de l'économie québécoise. C'est l'État provincial. Ajoute l'État municipal, ajoute l'État fédéral. Et t'es dans la zone très proche du 50 %. Donc, $1 sur 2 dans l'économie est alloué par décision gouvernementale et non pas par les forces du marché. Puis quand tu regardes la littérature sur le lien entre la croissance économique et la taille de l'État, c'est quoi la taille de l'État qui maximise la croissance économique?
Il y a un débat sur c'est quoi cette taille-là, mais ce qu'on a au Québec, c'est nettement au-dessus de la partie supérieure de la fourchette des estimés dans la littérature. Fait que la gang de Sherbrooke, je les aime bien, mais ils sont en train de donner trop de crédit aux politiciens. Ils sont trop en train de leur donner de bonne foi. La réalité, c'est que le problème, c'est un problème de dépenses. L'autre partie qu'ils ont, c'est qu'ils oublient qu'ils sont prêts à faire l'analyse du comportement économique de tout le monde de la bonne manière, 95% du temps, sauf sur le 5% restant, c'est-à-dire les politiciens, en oubliant de mentionner que si tu dis aux politiciens, voici la meilleure manière de taxer, ils vont choisir de taxer plus, mais ils vont oublier la partie qui est moins avantageuse, c'est-à-dire que, faut que tu baisses les autres taxes. Il faut que après ça, ou que tu doives réduire aussi les dépenses. Et donc, que tu vas déplaire à des groupes d'intérêt, notamment, disons, un groupe de syndicats qui veut une augmentation de salaire pour la fonction publique. Oublie de mentionner toutes ces choses-là et oublie donc de considérer comment est-ce qu'on peut utiliser l'analyse économique pour regarder les politiciens. Et là, ça, c'est l'erreur cruciale qu'ils ont parce qu'au final, ils finissent toujours par offrir une sorte de cover, si tu veux, pour les politiciens c'est qu'on leur donne de ne pas regarder la colonne des dépenses. Un permis d'augmenter l'argent qu'on vient chercher. C'est comme si on se justifiait. Ah ben là, regarde, on a des économistes, puis ils nous ont dit que c'était la meilleure face. Mais qu'est-ce qu'on a ici à être incapable? Je veux dire, tout le monde a déjà fait ça. Tu sais, à un moment donné, on vit toute notre vie, puis là, je reviens à un milieu familial, puis là, tu vois, il me semble que ça arrive plus, là. Là, on s'assoit, on met tout ça sur la table. OK, qu'est-ce qu'on dépense? Qu'est-ce qu'on a comme abonnement? Qu'est-ce qu'on a ici comme dépense? La voiture, le gaz, le ci, le ça. Puis on coupe. Je veux dire, il y a rien de... Pourquoi on n'est pas capable de faire ça ici? C'est quoi le blocage? On veut couper aucun petit service, on veut pas souffrir, c'est ça? En fait, je pense que la plupart des gens, quand tu poses des questions dans les enquêtes, ils ont une acceptation de l'idée qu'il faut faire des réductions de dépenses. En fait, de sondage en sondage, généralement, tu vas avoir des questions que les gens vont trouver que les services au Québec ne sont pas de bonne qualité, qu'il y a clairement des problèmes. Donc, il y a un constat qui est fait. Mais le problème, c'est que la nature de l'État fait en sorte que quand l'État dépense, il n'essaye pas de dépenser également pour tous, il essaye de fournir des intérêts à des groupes très concentrés politiquement. Donc, si, disons, demain matin, on disait, on va faire une réforme dans le domaine de la fonction publique, on va réduire les salaires dans la fonction publique, ce qui devrait être fait, parce que quand tu compares les travailleurs du secteur public avec leurs équivalents dans le secteur privé, toutes choses étant égales par ailleurs, ils sont rémunérés 7 à 12 % de plus que leurs comparables dans le secteur privé. Il faudrait réduire les salaires ou réduire le nombre de fonctionnaires. Et si tu dis ça, par contre, qu'est-ce qui se passe pour le politicien? Les fonctionnaires vont aller dans la rue. Le secteur public va aller dans la rue. Est-ce qu'il y en a trop? Parce que ça devient aussi, à un moment donné, une game de nombre. C'est sûr que si, puis là, je sais que c'est pas ça, mais si la moitié de ta population travaille soit pour le gouvernement ou pour une entreprise qui est directement liée à fournir des produits ou des services au gouvernement, on s'entend que ça va être difficile de se sortir de là. Tu sais, je veux dire, si tu coupes, tout le monde va sortir dans la rue. Ben, c'est pour ça qu'il y a deux manières que tu peux avoir des réformes. La première, c'est que tu attends d'arriver à un point culminant où est-ce que la situation rend la chose inéluctable. Donc, tu es obligé de faire... genre quoi? Genre une décote, mettons. Une décote, mais disons, on va y aller dans l'extrême. La situation des Grecs il y a une décennie. Okay. Ça fait un exemple extrême de ça. L'autre possibilité, c'est qu'il faut que tu fasses une réforme compréhensive d'un coup. Où tu es en train de dire aux gens, d'accord, toi, comme groupe d'intérêt, tu vas perdre des bénéfices, mais je défais d'autres politiques publiques nocives qui te coûtent à toi. Donc, dans l'ensemble, tu vas être better off, tu vas être en meilleure situation après la réforme qu'avant, même si tu as perdu ton âne à toi. Donc, ça veut dire que il faut faire un changement radical rapidement. Donc, un exemple, ça serait tu arrives, tu dis, on réforme le système de CPE, on réduit la taille de l'État en termes de la fonction publique, on introduit du privé en santé, on introduit de la concurrence pour le financement public, on réduit la taille du ministère de l'Éducation, on élimine des subventions au secteur privé, mais on baisse les impôts sur le bénéfice des sociétés et toutes les dépenses qu'on a économisées, on baisse les impôts, on baisse les taxes de vente. Et là, dans cette situation-là, ce
ce que tu fais, c'est que les groupes, entre eux, s'annulent un peu et tu as moins de résistance aux réformes. C'est les deux seules manières que tu peux arriver à un effort crédible de réduction des dépenses publiques et du déficit et de l'endettement. Mais là, je vais te remettre ta propre phrase. Je vais te la redonner, là, parce que là, est-ce que tu n'es pas en train d'enlever le fait que c'est des politiciens qui gèrent ça et que de faire ce que toi, tu viens de dire, moi, c'est complètement gros bon sens, là. Mais est-ce qu'on vient pas de leur enlever beaucoup de pouvoir? Oui, c'est pour ça que j'ai dit c'est les deux seules manières que tu peux le faire. Ça veut pas dire que les deux sont équiprobables. Les deux n'ont pas la même probabilité. Et plus souvent qu'autrement, quand tu regardes des grands ajustements de dépenses publiques, de discipline fiscale, ils viennent après des crises. Ça ne change pas que c'est mieux de le faire plus tôt, que l'électorat commence à comprendre qu'il faut qu'il le demande plus tôt et qu'il le demande sérieusement plus tôt. On attend toujours trop tard. Mais malheureusement, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'au fur et à mesure, quand on ne se commet pas maintenant, ça va être plus pénible plus tard. C'est ce qui est plus plausible de se produire. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible de se commettre maintenant si les électeurs changent leur demande. Ce que j'essaie de dire ici dans l'émission, soyez plus exigeants en termes de discipline fiscale, punissez les partis qui ne se commettent pas à la discipline fiscale, ne leur donnez aucun once de manœuvrabilité sur la discipline fiscale, soyez exigeants. Est-ce que les médias ont un rôle? Je sais que je débarque un peu de ton rôle d'économiste, mais est-ce que les médias ont un rôle là-dedans, particulièrement au Québec, très complaisant avec le gouvernement pendant la pandémie? Puis c'est un autre dossier complètement, là, mais c'était carrément des porte-paroles du gouvernement. Là, on prenait les communiqués de presse, on envoyait ça dans les journaux. Puis là, il semble avoir un réveil soudain de la presse là, qui s'est mis à faire des articles là, sur le modèle québécois. Est-ce que c'est encore bon? Là? Est-ce que les médias... Parce que c'est quand même le quatrième pouvoir. Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer là-dedans? Je te dirais que dans leur formule traditionnelle, non, pas vraiment, ni d'un bord ni de l'autre, largement parce que tout le monde a déjà considéré qu'est-ce que la ligne éditoriale de la presse pense, puis les gens se sont déjà auto-sélectionnés selon la ligne éditoriale. Il n'y a personne qui lit la presse. Donc, on se réconforte avec nos médias. On se réconforte. Donc, je pense pas qu'ils ont une importance, ou du moins pas l'importance qu'eux-mêmes s'attribuent. À cause de ça, reflètent davantage autre chose. Ce qui est beaucoup plus important, c'est la question de ce qu'on dit en anglais scrutiny, donc l'imputabilité qu'on met aux politiciens. Et c'est pour ça qu'une des mesures que j'ai toujours défendues, que j'adorerais, c'est qu'on arrête la tribune parlementaire, que les journalistes n'aient plus d'accès privilégié aux politiciens et que les politiciens, par contre, doivent répondre à 2 fois plus de questions, mais que les gens peuvent poser des questions aléatoires. Donc, chaque semaine, il y a des questions qui sont envoyées et il y a une pige qui est faite et n'importe qui peut poser une question. Et il n'y a plus d'accès privilégié pour les journalistes parce que l'un des fini le retour d'ascenseur, finalement. Là. Ben, c'est parce que tu crées une relation d'accès où c'est pas la faute du journaliste en aucun sens. Bon, c'est que le journaliste et le politicien sont dans une relation symbiotique où est-ce qu'ils ont l'un et l'autre besoin de chacun. Ouais. Et dans un cas comme celui-là, bien, faut pas trop bardasser le bateau, faut faire un peu attention, faut pas exagérer. Et ça crée des incitations différentes. Alors que ce que moi je dis ici, ça change complètement les incitations. Tous les politiciens doivent répondre à ces questions-là. Des questions peuvent être posées qui ne sont pas du tout attendues, qui peuvent sortir des cercles habituels. Ça peut être quelque chose de très pointu. Et il y a la possibilité de dire, bien, on n'a pas la réponse immédiatement, on va prendre le temps de s'y pencher. Mais ce genre de choses-là où l'attaché de presse du premier ministre se retrouve devant une salle de gens qui se sont fait piger au sort pour répondre à une question, ça serait un mécanisme d'imputabilité bien plus efficace que ce qu'on observe présentement. Ça serait spectaculaire, ça, pour vrai. J'aime beaucoup, beaucoup cette idée-là. Merci beaucoup, Vincent. La semaine prochaine, on se reparle et en espérant, en fait, je pense que c'est confirmé. On aura un débat sur la gestion de l'offre avec un membre de l'UPA qui viendra t'affronter. On me dit que le monsieur, là, prépare-toi, on me dit qu'il est très calé dans son sujet. Je suis sûr qu'il croit ça.
Merci. Hey, Vincent, juste question champ-gauche avant qu'on se quitte. Est-ce que tu penses, puis il faut que tu me dises la vérité, est-ce que PSPP a peur de t'affronter, étant donné que... OK. Non, je suis assez généreux pour croire que c'est juste pas du tout à son avantage. Puis d'ailleurs, je suis beaucoup trop petit pour un personnage comme lui, en fait. Si disons, il devait gagner le débat, il gagne techniquement rien, mais s'il perd, ça lui fait plus mal. C'est un raisonnement stratégique tout à fait normal qui ne dit absolument rien, selon moi, sur ses capacités. Vous pouvez me traiter de téquesse, ce que je suis, là, soit dit en passant, donc, je suis souverainiste. Vous pouvez dire que je suis trop généreux avec lui, mais je pense que n'importe quel politicien ne voudrait pas débattre avec un économiste qui dame. Oui, mais en même temps, si tu défends ça, Vincent, puis tu veux nous ramener ça puis tu veux nous garder la gestion de l'offre pour toujours plus 2 ans, je veux dire, il faut que tu sois capable de débattre de ça contre n'importe qui. C'est toi qui va nous l'imposer. C'est sûr que je peux être... Si tu veux que je manque de générosité, je peux aussi ajouter que la plupart des politiciens ne croient pas à la gestion de l'offre. J'ai parlé à plusieurs gens. C'est électoral, hein? Là, ici, je ne sais pas, monsieur Saint-Paul Plamondon, mais des gens, par exemple, du Parti conservateur, dans le temps que j'étais que j'étais au Québec, je les côtoyais sur une base un peu plus régulière que maintenant que je suis aux États-Unis. Mais quand je leur parlais, c'était fréquent que la discussion virait sur on veut juste pas perdre des sièges au Québec. Ben oui, mais sacrifice. C'était ça la réponse, mais après ça, tu les pousses un peu. Ils veulent pas en parler plus, ils veulent pas en débattre plus. Et c'est normal, la plupart des gens reconnaissent que la gestion de l'offre est particulièrement coûteuse comme politique publique, qu'elle est largement régressive et qu'elle est impossible à défendre autre que sur la logique des incitations politiques. Et donc, je peux comprendre pourquoi aussi on veut pas en parler, surtout si on trahit notre propre pensée profonde sur le sujet. Ça fait partie de la game politique. Et je suis assez cartésien et froid pour reconnaître comment le monde fonctionne, même si je n'aime pas le résultat qu'il produit. Ben écoute, ça met la table pour mardi prochain. Bonne semaine, Vincent. Merci beaucoup d'avoir été là. Cheers. Salut, cheers.